Bonjour et bienvenue dans ce débat portant sur les enjeux touchant les personnes aînées et les personnes handicapées. Je me présente, je suis Judith Gagnon, présidente de l'AQDR Québec, une organisation très précieuse de défense des droits des personnes aînées, présente dans la capitale nationale depuis plus de 40 ans. En 2021, en collaboration avec la table de concertation des personnes aînées de la capitale nationale, nous avions tenu un semblable débat couronné de succès. Alors on a récidivé. En 2005, cette fois-ci, en collaboration avec le regroupement des organismes pour personnes handicapées de la région de la capitale nationale, nous reprenons cet exercice démocratique. L'élection municipale se tiendra le 2 novembre prochain. Les aînés de la ville de Québec, près de 23%, âgés de 65 ans et plus, veulent être en mesure de bien connaître les engagements des partis à leur égard. Ils veulent prendre leur place, s'exprimer et collaborer au développement de notre magnifique ville de Québec. Merci aux chefs de parti qui ont accepté l'invitation. Je cède maintenant la parole à Jean-Michel Bernier. Bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre à ce débat électoral organisé conjointement avec l'AQDR et l'Europe 03, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03. L'Europe 03 regroupe 28 associations dédiées à la promotion des intérêts, la défense des droits et à offrir des services aux personnes handicapées et à leurs familles dans la région de la capitale nationale. Depuis sa création en 1995, l'Europe constitue la seule instance officielle de communication et de concertation des organismes dédiés à la promotion des intérêts et la défense des droits des personnes handicapées et à leurs familles dans la région. Notre mandat est de mobiliser les organismes locaux autour de priorités régionales, de développer des mécanismes de concertation et d'assurer la représentativité du milieu associatif auprès des instances décisionnelles et consultatives de la région. Ça semblait naturel pour nous de s'associer avec l'AQDR pour l'organisation de ce débat parce que bon nombre des enjeux de nos deux organismes sont communs et comme on sait, plusieurs personnes avec le vieillissement sont susceptibles de développer des incapacités, ce qui rendait la collaboration naturelle et même nécessaire. Donc, avant de céder la parole à notre animateur, M. Mario Bousquet, je voudrais tous vous remercier d'être venus en si grand nombre et je voudrais aussi présenter les différents candidats et candidates des différents partis avant de leur céder la parole pour qu'ils puissent se présenter brièvement avant le début du débat. Donc, pour Leadership Québec, nous avons M. Sam Hamad. Pour Québec... Pour Québec d'abord, M. Claude Villeneuve et Mme Véronique Dallaire. Pour Québec fort et fier, nous avons la présence de Mme Marie-Pierre Boucher. Respect citoyen, M. Stéphane Lachance. Il n'est pas là. Oh, il n'est pas là. Désolé, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un qui le remplace ou... Personne. Personne? OK. Bon, désolé, fausse balle. Et pour Transition Québec, nous avons Mme Jackie Smith. Donc, sans plus attendre, peut-être le candidat qui est à ma gauche pourrait commencer à se présenter à notre audience. Et je vous souhaite un bon débat à tous. Alors, on aura donc 1 minute. On a demandé à chacun des candidats à 1 minute de se présenter pour quel parti il travaille et puis se présenter au début du débat. Donc, vous avez 1 minute pour vous présenter. Donc, je peux commencer par... à l'autre bout, par 1 minute par parti. Là, hein? On partage. Bonjour. Bonjour.
Le micro. Oui, OK. Oui. Pas de problème. Je pensais qu'il y en avait un. La devise de la Ville de Québec, c'est « Don de Dieu, ferez valoir ». Vous savez, quand nos devanciers, quand les gens qui ont fondé Québec sont arrivés, ils ont trouvé cet endroit magnifique-là, ils ne pouvaient pas faire autrement que de penser qu'ils devaient à la divine providence. Sauf que maintenant, on sait que ce don-là, qui est la Ville de Québec, on le doit à ces gens. On le doit aux gens qui l'ont bâti, ou on le doit aux gens qui l'habitent. Ça, c'est les aînés, c'est les gens qui bâtissent cette ville-là. Monsieur Villeneuve, on nous entend pas, ça prendrait vraiment des micros. Vraiment qu'ils soient... OK, parfait. C'est les gens qui ont bâti cette ville-là, à qui on la doit, puis dont il faut prendre soin, puis à qui il faut continuer de faire une place, il faut continuer d'entendre et de permettre de participer pleinement à la vie de cette ville-là, parce qu'on en a besoin, non seulement parce qu'on leur doit, mais parce que ça nous enrichit. À Québec d'abord, on a fait de toutes les questions d'accessibilité universelle une question fondamentale au centre de toutes nos politiques. C'est pour ça que je suis accompagné aujourd'hui de Véronique Dallaire, conseillère des Saules-les-Méandres, qui est candidate également à cette élection-ci, qui a fait de l'accessibilité universelle un des combats de sa vie. Donc, on va avoir l'occasion de discuter de tous ces enjeux-là aujourd'hui, mais rapidement, en une minute, je voulais vous dire merci de nous recevoir et j'espère qu'on va avoir des échanges qui vont être très enrichissants. Merci, M. Villeneuve. M. Hamad. On va mettre le micro à bonne place. Alors, bonjour tout le monde. Merci, Mme Gagnon. Merci pour votre invitation. Et je retrouve quelques collègues on a travaillé ensemble avant, quand j'étais ministre de l'Emploi. Véronique, qui est présente avec vous. Avec elle, on a fait la première stratégie d'emploi pour les personnes handicapées au Québec dans l'histoire. Et j'ai vu Michel à l'entrée, qu'on a siégé ensemble au conseil d'administration 213. Avant que M. Marchand soit là, avant on était ensemble au conseil d'administration. Merci de votre travail, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes des personnes généreuses, vous pensez à vos amis, vous pensez à vos collègues, et je suis très heureux de vous voir ici. Vous portez une voix indispensable de la dignité, de l'autonomie et du respect. Et nous, on va vous écouter, vous allez voir tantôt dans je n'appellerai pas ça débat parce qu'on va être tous d'accord sur le même principe. C'est plutôt une discussion pour vous montrer comment, pour nous, votre rôle dans votre société, votre confort, l'accessibilité, la sécurité, pour nous, comment c'est important pour la gestion de la ville, qui va être très attentive à vous, et vous allez voir tantôt comment on va vous proposer. Alors, Mme Gagnon, on vous a écouté, on a regardé ce que vous avez écrit, ce que vous avez écrit tous, puis, vous savez, mon problème, tout ce qu'elle a dit, elle a raison. Alors, on va travailler dans ce sens-là. Merci. Merci, M. Hamad. Alors, Mme Smith. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Moi, c'est Jackie Smith, je suis conseillère municipale de Limoilou. Et, merci d'être là et merci de vous exprimer et merci de faire des représentations parce que c'est une des choses que Transition Québec en tient vraiment au cœur. On veut vraiment que la ville soit inclusive et habitable pour tout le monde. Pas juste les plus forts, pas juste les plus aisés, mais véritablement pour tout le monde. Et en tant que maman, en tant que la première conseillère municipale qui n'a jamais été enceinte pendant son mandat, et d'avoir me déplacé avec une grosse bedaine et aussi avec des poussettes, j'ai rendu compte à quel point la ville n'est pas si accessible que ça. Et le fait que je me ralentisse et je vois le monde un peu différent, ça m'a permis d'être beaucoup plus proche des gens. Et dans tous les petits moments de ma vie comme conseillère, ça m'a permis de voir à quel point, les personnes, des fois les personnes âgées, mais aussi les femmes, on ne s'exprime pas nécessairement tout le temps. On attend un peu d'accrocher quelqu'un à côté ou être dans des espaces un peu différents qui sont pour ne pas prendre la parole au public. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant comme conseillère municipale les 4 dernières années, c'est d'avoir une certaine proximité des gens et aller vers les gens pour voir comment on peut vraiment améliorer nos quartiers et notre vie de quartier ensemble et créer une ville pour tout le monde. Et j'ai hâte de partager mes idées avec vous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Jackie. Alors, Marie-Pierre Boucher. Bonjour. Marie-Pierre Boucher, je suis conseillère municipale, je vais recommencer ça, conseillère municipale responsable des dossiers des aînés à la Ville de Québec.
Ça fait 4 ans que je porte ce dossier-là et que je le mène et qu'on fait de belles choses pour les personnes aînées dans la Ville de Québec. Puis au-delà de pour, c'est avec. Parce que ça a fait partie de notre leitmotiv, dans notre façon de travailler dans les 4 dernières années. On a travaillé avec les personnes aînées pour la mise en place de différentes solutions, différentes idées qui ont un impact sur les personnes aînées, que ce soit avec un sommet des aînés, qu'on est venu rencontrer les personnes 4 fois à chaque année, pour pouvoir entendre puis pour pouvoir construire avec vous, ainsi qu'avec le Conseil des aînés qui a été mis en place. C'est des éléments qui, dans les 4 dernières années, m'ont amené à pouvoir collaborer, mais aussi co-construire cette ville qu'on souhaite avoir, qui est pour tout le monde. J'en profite pour saluer mon collègue, qui est M. Claude Lavoie, qui est ici, qui est responsable du dossier de l'accessibilité universelle aussi au sein du comité exécutif. Donc, ensemble, on a travaillé pour pouvoir répondre aux besoins, mais comme je vous disais tout à l'heure, en collaboration avec les personnes concernées, parce que c'est important de le faire de cette façon-là. Merci, Marie-Pierre. Ça commence bien, une bonne discipline, c'est bien, vous gardez le temps. Alors, Monsieur Lachance avait été invité, il nous avait confirmé sa présence. Malheureusement, il n'est pas là, donc je tiens quand même à préciser que l'invitation lui a été acheminée également et les documents relatifs aussi à la rencontre lui ont été acheminés. Je salue aussi du coup de plusieurs candidats, plusieurs partis qui sont dans la salle. On voit l'intérêt que les partis ont pour la cause des personnes aînées et des personnes handicapées. Alors donc, je salue leur présence aujourd'hui. On a aussi des amis en vidéoconférence, en plus, alors qu'ils sont derrière moi, ou je ne sais pas, ils sont à quelque part sur le virtuel. On a quoi, 20-25 personnes actuellement? Combien? 25? 20? Bon, ben 20 qui se rajoutent, donc qui sont dans la salle. Et puis on les voit. Et puis c'est à vous de vous assurer de ne pas les mettre vos pieds dans ces pièces à hausse. Alors, la façon de procéder, il y a 5 grands thèmes au débat. Nous allons, à chacun des thèmes, demander à chacun des candidates de s'exprimer pendant 3 minutes. Je ferai un résumé de ces thèmes-là au début pour mettre un peu canner la situation, si on voulait, mettre les enjeux prioritaires à l'affût. Et je poserai des questions qui sont dans le document pour que tout le monde suive bien. Alors, chacun des candidats s'exprimera, chacun des partis s'exprimera sur la question les questions qui lui sont posées, et je vais contrôler le temps. Et là, je serai très drastique sur le temps pour permettre de passer l'ensemble des questions. Je vous le dis, il y a 5 thèmes. Le tirage au sort se fera automatiquement. Alors, vous voyez, j'ai ici les noms des partis, et je vais tirer le nom pour l'ordre de chacun des thèmes. À chaque fois, on reprendra l'ordre pour favoriser les échanges et ne pas piéger personne non plus sur un sujet où on se sent peut-être moins habile. Alors, donc, il n'y aura pas non plus d'interaction avec la salle. Il n'y aura pas de possibilité de poser des questions. Les 2 regroupements ont ramassé les questions. Ils ont fait un travail remarquable. Ils ont vraiment résumé les attentes et le vécu de chacun. Et les questions qui sont posées devraient rencontrer les préoccupations de tout le monde. Si jamais il y a des questions sur lesquelles il vous vient durant le débat, il y a à l'entrée, à l'accueil, des petits pads comme ça, dans lesquels vous pourriez inscrire vos questions. Et les 2 regroupements vont saisir de ces questions-là et interpeller utilement les candidats ici présents. C'est la même chose pour les gens qui sont en vidéoconférence. Vous pouvez clavarder les questions et nous allons les retenir, bien sûr, au même niveau. Alors, les 2 regroupements se sont engagés de considérer vos questions. Alors, c'est un débat qui n'en est pas un, mais qu'un échange. On souhaite un échange constructif. Je demande aux différents partis de vraiment saisir l'opportunité qui lui est pour avancer leur engagement au niveau de ces 2 regroupements, donc les engagements au niveau des personnes aînées et des personnes handicapées, puissent éviter peut-être de commenter, parce que vous avez 3 minutes, c'est pas beaucoup, de commenter l'engagement de l'autre.
Peut-être que ça serait dans l'ordre des choses. Et ça favorise également l'attente dans la salle, parce que c'est les gens de la salle et en vidéoconférence qui, ultimement, décideront pour qui ils vont voter. Donc, c'est tout à fait... Si on est respectueux entre nous, on est respectueux à ce moment-là des gens qui assistent aujourd'hui, qui prennent leur vendredi après-midi pour venir vous entendre. Alors, je vous remercie aussi les candidats qui se sont déplacés ce vendredi après-midi. C'est pas évident. La campagne est à mi-chemin. Alors, on a ici l'opportunité de vous entendre sur vos engagements, puis on vous remercie de votre disponibilité. Alors, le premier thème qui sera abordé, c'est la participation sociale et citoyenne des personnes aînées et des personnes handicapées. Dans ce premier thème, je l'ai divisé en deux catégories, la participation sociale et l'autre partie, ce sera l'organisation municipale. Donc, vous aurez en tout 6 minutes en 2 temps de 3 minutes par partie pour discuter de ces points-là. Donc, le premier thème, qui je pense est un thème important, vaut mieux mettre beaucoup de temps à ce thème-là que les autres thèmes. Je ne dis pas que les autres thèmes sont pas importants, ils sont tout aussi importants, mais pour briser la glace, je pense que c'est des thèmes intéressants. Alors, donc je pigerai l'ordre ici et je vais commencer immédiatement. J'ai mon chronomètre alors pour me guider dans ma tâche aujourd'hui. Alors, je vous remercie et on commence avec le premier thème qui est la participation sociale et citoyenne. La population de Québec vieillit rapidement. Près de 23% des habitants ont 65 ans et plus, une proportion supérieure à la moyenne canadienne. Ce vieillissement, loin d'être un fardeau, constitue une richesse. Les aînés contribuent à l'économie sociale, locale, s'impliquent bénévolement, transmettent leur savoir et participent activement à la vie communautaire. Parallèlement, environ 112 500 personnes vivent avec une incapacité dans la région de Québec, dont majoritairement dans la ville de Québec. Leur taux d'emploi reste nettement plus faible que celui des personnes sans incapacité. Et beaucoup vivent sous le seuil de faibles revenus. Elles rencontrent de nombreux obstacles dans les espaces publics, trottoirs glacés, files d'attente, accès aux bâtiments, toilettes publiques, etc., auxquels s'ajoute la fracture numérique et le manque d'accessibilité des services en ligne municipaux. Enfin, l'accès aux loisirs demeure inéquitable, manque de financement pour les camps adaptés, infrastructures peu accessibles et accompagnement insuffisant pour les jeunes handicapés. Ces réalités limitent la pleine participation sociale et citoyenne des aînés et des personnes handicapées. Enjeu central, la Ville doit reconnaître la valeur et les besoins de ses citoyens et mettre en place des engagements municipaux concrets afin de favoriser leur inclusion active et équitable dans la communauté. Les deux premières questions. Quelle place concrète votre administration entend-elle réserver aux personnes aînées et personnes handicapées afin de favoriser et d'accroître leur participation active à la vie de la Ville de Québec? Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour que les personnes aînées et les personnes handicapées soient véritablement au cœur des priorités des décisions municipales? Alors, je pige le premier Leadership Québec. Alors, M. Hamad, c'est à vous. Merci. Je veux souligner la présence de nos deux candidats avec moi aujourd'hui, Éric Duguay et Pascal Gould. En fait, pour nous, pour répondre à votre question, je vais aller rapidement et directement à la réponse. Les personnes aînées et les personnes vivant avec un handicap ne seront pas seulement consultés. Ils seront impliqués directement dans les décisions qui les concernent. Le micro. On va l'enlever, le micro, on va le mettre comme ça. Ce serait bien ça. Tu feras attention après, j'ai une petite grippe. Alors, ce que je viens de dire, les personnes aînées et les personnes qui vivent un handicap ne seront pas seulement consultées avec nous, mais plutôt ils seront impliqués directement dans les décisions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous allons créer un comité permanent des aînés et des personnes handicapées
Et ce comité-là sera rattaché au comité exécutif composé de représentants d'organismes et des proches aidants et des citoyens. Donc, ce comité-là, qui est vraiment le comité exécutif de la Ville, c'est là que ça se passe, les décisions. Votre comité va être connecté au comité exécutif et ce comité aura un pouvoir de recommandation réel sur les dossiers d'aménagement, de transport, de loisirs et d'habitation. Donc ça, c'est pour nous la participation. L'autre élément, on va adopter un cadre municipal de participation inclusive qui garantira que toute nouvelle politique municipale devra être analysée sous l'angle de l'accessibilité universelle et du vieillissement actif avant son adoption. Donc, avant de prendre des décisions à l'Hôtel de Ville, on va consulter et on va s'assurer que nos décisions respectent ces principes-là. Alors, ça, c'est les deux premiers éléments qu'on veut ramener dans notre cadre, dans votre question. Merci. Vous avez même pas pris 3 minutes. Alors, merci. Alors, le deuxième candidat qui prendra la parole, respect citoyen, donc il n'est pas là, on va l'enlever pour une fois pour toutes. Ensuite, Québec d'abord. Alors, M. Villeneuve. Merci beaucoup. Écoutez, moi j'ai coutume de dire que les gens n'ont pas besoin que la Ville fasse les choses à leur place. Les gens n'ont pas besoin que la Ville se substitue à eux pour réfléchir à leurs besoins et pour leur donner des services. C'est qu'il faut soutenir les gens qui donnent des services, puis il faut que les gens qui en ont besoin soient partie prenante des décisions. Alors, la première des choses, c'est que nous, c'est très important dans la composition de notre équipe. Puis, je veux pas, par exemple, sous l'ancienne administration, il y a eu un sommet des aînés, il y a eu une bonne participation, les gens étaient là. Mais moi, j'entends pas les personnes aînées dire « organisez-nous un sommet ». Non, j'entends les personnes aînées dire qu'ils veulent être à la table. Ils veulent être là quand les décisions se prennent. C'est pour ça que dans notre équipe, nous, c'est très important d'avoir une représentation, d'avoir des gens de tous les groupes d'âge. Puis quand on parle d'alliance intergénérationnelle, puis quand on parle de diversité, bien, la diversité d'âge est importante aussi. On a 2 candidats dont on est très fiers, Sylvie Lefrançois à Loretteville et Guy Boivin dans Capot-Diamant, qui sont des personnes qui ont l'expérience, qui ont des choses à nous proposer, puis qui, quand on parle de plateforme, quand on parle de politique, qui sont là pour nous rappeler qu'est-ce qui se passe, puis on veut les avoir avec nous au conseil municipal et au comité exécutif pour prendre des décisions. Je vais vous parler aussi de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui s'appelle Vincent Tremblay, qui était le président du conseil d'administration du Carrefour familial des personnes handicapées, qui est candidat avec nous dans les monts. C'est une personne qui a un récit de vie extraordinaire, qui a des choses à nous partager, puis que lui, il est là pour attirer notre attention sur le fait que les poignées de porte-ronds à l'Hôtel de Ville, là, ben, c'est pas aidant là, en termes d'accessibilité universelle, puis qui nous rappelle ces choses-là. En fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont des limitations fonctionnelles, des gens qui ont peut-être une mobilité réduite, qui fassent partie de nos équipes, parce qu'ils nous font penser aux choses auxquelles nous ne pensons pas nous-mêmes. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient à la table. Plus concrètement, les engagements que Québec d'abord fait pour les personnes aînées, nous, c'est une proposition audacieuse, parce que ce n'est même pas une demande de la FADOC en tant que telle, mais on propose de rembourser, ou en fait de payer aux personnes de 65 ans et plus leur abonnement à la FADOC. La FADOC donne énormément de services aux personnes aînées, puis il faut donner accès à ces services-là à tout le monde, parce que ce pas des services que la Ville doit nécessairement offrir elle-même. Donc, donner cette opportunité-là, parce que ça crée du lien, ça permet de garder les gens engagés dans la société. On veut créer une plateforme unique pour la réservation des activités de loisirs, parce que là, c'est compliqué quand on veut s'inscrire à des cours, des activités. Il y a le patro, il y a les services de la ville, tout ça. On pense que si c'était partout au même endroit, ce serait plus simple pour tout le monde. Mais on pense aussi, on reconnaît aussi qu'il y a une fracture numérique qui fait en sorte que c'est pas pour tout le monde que c'est facile d'utiliser les plateformes informatiques pour pouvoir s'inscrire. Donc, il faut utiliser, en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de donner des services aux gens, pour être capable de... Souvent, on peut demander des permis. C'était 2 fois 3 minutes, comment ça? Oui, mais non. La deuxième 3 minutes, c'est à l'autre question. Les deux autres questions pour vous. Vous allez pouvoir compléter dans le deuxième. Ah, OK, je comprends. Merci. Tu es parti alors, avec 2 questions. Ah, ouais. C'est divisé en deux. Alors, on va piger pour... Alors, Transition Québec, Madame Smith.
Merci. Écoute, je vais juste concentrer parce qu'on avait parlé. La question, c'est quelle place concrète votre administration entend réserver aux personnes aînées, favoriser et accroître leur participation active à la ville de Québec? Quand j'entends actif, j'entends loisir, j'entends de vie. Nous, chez Transition Québec, on propose, premièrement, côté loisirs, on veut créer un centre pour les sports en effervescence. Ce qu'on peut voir, il y a de plus en plus de demandes des activités comme l'espace pour le croquet et le pétanque, mais à l'intérieur, parce que l'été, on voit souvent, il y a des terrains de pétanque et ça crée un bel sentiment de quartier et vie de quartier. Mais l'hiver, il y a beaucoup de l'hiver, il n'y a pas de boulodrome intérieur où on peut jouer au pétanque. C'est un peu la même chose avec le club de croquet. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller jouer. Le moyen d'âge au club de croquet dans Saint-Fidèle à Limoilou, c'est 70 ans. Donc, on veut vraiment avoir une offre, un bel éventail des loisirs pour les gens handicapés, mais aussi aînés, et avoir l'espace pour eux. Aussi dans les centres communautaires, mais comment on peut aller au centre communautaire si c'est pas on se sent pas en sécurité pour même traverser les rues. Il y a plusieurs endroits où il y a une RPA en face d'un centre communautaire, comme on peut voir au Patro Rocamadour, mais il n'y a pas des installations sécuritaires pour le passage piéton ou autre. Donc, on veut renforcer non seulement la sécurité routière autour des RPA, autour des centres communautaires, mais aussi autour des hôpitaux, parce que c'est quelque chose qui est criant et souvent c'est les oubliés dans l'urbanisme. Donc, la capacité de sortir chez eux et aussi avoir des destinations qui sont intéressantes, qui répondent à nos besoins, c'est primordial. Et aussi, côté déficience intellectuelle, ma candidate dans Limoilou, Espérance Kissimana, c'est quelqu'un avec un enfant avec une déficience intellectuelle, puis elle est vraiment là pour bien avoir une concertation pour tous les services et militer et soutenir les personnes avec les enfants avec une déficience intellectuelle, parce qu'il y a un grand tour de service. Donc, c'est quelque chose que Transition Québec prend vraiment au cœur. Et aussi, juste une autre dernière chose, on promet évidemment les toilettes publiques dans tous les parcs. Et, merci, Jackie. Je vais compléter dans l'autre question sur le même sujet. Il nous reste des questions. C'est frustrant, hein? C'est un rôle très, très dur, mais il faut se maintenir à la discipline. Alors, j'imagine que le dernier, c'est Québec fort et fier. Alors, Mme Boucher. Merci. À Québec fort et fier, un des éléments qui est important, premièrement, c'est la reconnaissance de la diversité qui existe autant chez les aînés que chez les personnes handicapées. Il n'y a pas un groupe homogène chez les personnes aînées, puis si on connaît une personne aînée, puis on se dit c'est comme ça qu'on devrait agir pour les aînés, on passe à côté. Donc, c'est important d'avoir plusieurs lieux où les personnes aînées ont un espace pour venir nous influencer. Donc, avoir un réel espace d'influence sur la construction de ce qu'on fait. C'est pour cette raison-là qu'on a eu tout à l'heure, je parlais du sommet des aînés. Je rassure tout le monde, le sommet des aînés, il n'y a personne qui est venu au sommet des aînés et qui sont venus faire office de pancarte pendant le sommet des aînés. L'engagement des citoyens au sommet des aînés, comme au Conseil des aînés, c'est un engagement qui est réel pour venir influencer les politiques, influencer les actions qu'on met en place. C'est la même chose pour la table de concertation en accessibilité universelle. Ces espaces-là où vous venez vous impliquer, vous engager et donner certaines orientations ont un réel impact sur les décisions qui sont prises par la suite. Je vais donner un exemple au niveau de l'accessibilité universelle. On a consulté pour le guide en accessibilité universelle. Ce guide-là a été co-construit avec les gens concernés. C'est la même chose quand on vient consulter sur le parc Chauveau. On vient entendre comment on devrait être certain de répondre aux besoins de tous. Ensuite, au niveau de... En fait, c'est vraiment des façons importantes pour nous de s'assurer qu'il y ait un espace d'influence. Ce qu'on entend avec les personnes en vieillissant,
c'est cette perte de cet espace d'influence-là. Donc, il faut s'assurer de les avoir, ces espaces-là, pour qu'on puisse continuer à collaborer pour construire la suite ensemble. Donc, à Québec Fort et Fier, c'est un engagement qui est fort, puis le Conseil des aînés, on s'engage à le poursuivre. Ce Conseil des aînés-là ont un réel pouvoir d'influence du comité exécutif, des différentes politiques. Actuellement, le Conseil des aînés est en train de travailler sur la politique municipalité, Amis des aînés. D'ailleurs, on a aussi un comité aviseur qui a plusieurs représentants d'organismes, dont Mme Gagnon, qui est ici, qui vient co-construire, encore une fois, la suite. Donc, le pouvoir d'influence, il est réel, et c'est de cette façon-là qu'on continue à travailler pour nous. Aussi, on a en place des soutiens financiers qui viennent permettre de soutenir les initiatives qui viennent de la base. Donc, des organismes communautaires qui interviennent concrètement auprès des personnes aînées via la politique municipalité Amis des aînés, viennent chercher du financement pour des projets qui ont été développés par leur organisme parce qu'il n'y a personne de mieux placé pour identifier les besoins et les résultats concrets qu'on doit mettre en place que les organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui sont au contact quotidien des personnes aînées ou qui sont au contact quotidien. Je me chronométrais moi aussi. C'est auto-programmé. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un engagement. En fait, c'est 280 000 qui a été engagé pour la politique municipalité Amis des aînés, qui a été investi directement dans les organismes communautaires qui ont offert des activités pour l'inclusion des personnes aînées. Merci, Mme Boucher. Merci. Alors, donc, la deuxième partie de la première question, c'est toute l'organisation municipale. D'accord? Alors, la Ville de Québec s'est engagée dans les démarches municipales Amis des aînés et dans un plan d'action en accessibilité universelle, appuyé par des conseils de quartier, un conseil des aînés et plusieurs comités consultatifs. Malgré ces acquis, ces mécanismes demeurent insuffisants pour répondre aux défis et du vieillissement et de l'inclusion. L'enjeu est d'aller au-delà des consultations symboliques, en assurant une gouvernance solide, une reddition de comptes transparente et une représentation effective des aînés et des personnes handicapées. Cela pourrait passer par des sièges réservés dans les instances décisionnelles municipales, des modes de consultation diversifiés et inclusifs, la création d'un ombudsman des aînés, comme à Gatineau, afin d'offrir un recours accessible et spécialisé. Enjeu central, inscrire durablement le réflexe aîné et handicap dans toutes les décisions de la Ville de Québec pour construire une gouvernance réellement inclusive. Les questions. Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour garantir que la voix des aînés et des personnes handicapées soit réellement intégrée dans les décisions municipales au-delà des consultations symboliques? Seriez-vous prêt à instaurer à Québec une véritable ombudsman des aînés, à l'image de l'expérience de Gatineau, afin d'offrir un recours dédié et accessible aux aînés? Alors, encore une fois, on fait le tour et je vais piger. Ah, on pige à nouveau. Alors, Leadership Québec, alors c'est pas organisé, là, hein, c'est pas... Je vais gagner l'Auto de Québec ce soir. Oui. Alors, simplement, je vais aller point par point très rapidement. J'ai parlé tantôt d'un comité qui va relever du comité exécutif pour les décisions. On veut aussi faire rapidement, chaque arrondissement, il va tenir une rencontre annuelle participative où tous vos demandes dans l'arrondissement vont aller aux élus. Deuxièmement, ce qu'on veut, notre vision est claire, les aînés et les personnes handicapées ne sont pas des usagers de services, ils sont des partenaires de la vie collective de notre ville. Troisième point, en fait, on veut aussi que la Ville de Québec devienne un modèle d'inclusion municipale, où chaque politique, chaque service tient compte des réalités du vieillissement et de l'handicap. L'autre élément, c'est important, puis je pense que Claude a commencé à en parler là-dessus, s'assurer que la Ville devienne exemplaire en matière de communication accessible. Formulaires simplifiés, plateformes numériques, lisibles, services téléphoniques adaptés, accompagnement personnalisé pour les citoyens moins familiers avec le numérique. Et je vous comprends là-dessus, moi aussi, je ne suis pas toujours familier avec le numérique. Nous formerons tous les employés élus de la réalité du vieillissement et de handicap pour créer un véritable réflexe d'inclusion dans toute notre ville. Et nous instaurons auprès de l'Ombudsman
un mandat spécifique pour nos aînés et pour l'accessibilité afin d'offrir un recours rapide et humain. Merci, M. Hamad. Une discipline impeccable. Vraiment. Alors, on va piger pour le deuxième. Alors, Québec fort et fier. Merci beaucoup. Je suis contente d'entendre M. Hamad proposer des éléments qui sont déjà en place. Donc, on assure une continuité de ce qu'on a déjà mis en place. Donc, il faut croire que ça fonctionne bien. Donc, le Conseil des aînés est déjà en place. On a le sommet des aînés, donc une tournée des différents arrondissements qu'on a fait les 4 dernières années. Donc, on s'engage à continuer à faire. Donc, je suis très fière que ça soit reconnu. Quand on dit est-ce que ça donne quelque chose, ces consultations-là, c'est certain que ces consultations et ces engagements, quand on va voir les personnes directement, qu'est-ce que ça peut créer? On a mis en place, avec le 211, un bureau en présence, parce que vous connaissez le 2-1 au téléphone, mais il y a un projet pilote avec le 2-1 pour qu'il y ait un bureau pour que les gens puissent avoir accès au 2-1 en personne, parce qu'on sait que des fois, il y a des défis de ne pas avoir accès à des personnes, mais directement. Donc, ça fait partie des projets pilotes qui sont issus des consultations et du sommet des aînés. Un autre élément qui est issu du sommet des aînés et de l'engagement d'organismes communautaires, c'est l'implantation d'un service de menus travaux avec le Centre d'action bénévole du Contrefort. Donc, c'est un nouveau projet qui avait été mis en 2024 grâce à en fait, aux OBNL qui se sont engagés à le faire, mais c'était sorti dans un conseil, pendant la tournée du sommet des aînés. Donc, est-ce que les gens viennent juste discuter? Jamais. Quand les gens nous amènent des idées, quand les gens ont des propositions, nous, notre rôle, c'est de faire les liens aussi avec les organismes puis les instances qui ont un rôle, qui sont capables de pouvoir mettre ça en place. Et notre rôle est aussi de venir soutenir financièrement ces initiatives-là, et c'est exactement ce que l'on fait. Donc, on a des instances sur lesquelles les gens ont un pouvoir, et ces instances-là ont une possibilité de créer, d'influencer et d'agir concrètement sur la suite. Tout à l'heure, je disais qu'on est en train de travailler la politique municipalité amie des aînés. Cette politique-là, elle est co-construite. Elle est faite avec des personnes aînées elles-mêmes. Elle a été dans le dernier sommet des aînés qu'on vient de terminer en septembre. Il a été sur ce sujet-là. Quand on a fait l'autre sommet des aînés avant, on est allé consulter sur le plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, on déploie les outils pour pouvoir aller voir les gens où ils sont, dans leur milieu. On s'adapte, c'est-à-dire que si une personne veut participer et a besoin d'un accompagnement, on va assurer que la personne puisse avoir un accompagnement. Si on sait que la personne, elle est malentendante, on va assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour pouvoir signer. Donc, on vient s'adapter en fonction des besoins qui nous sont nommés, et ça, on va continuer à le faire parce que c'est important. Merci, Marie-Pierre. Alors, 2 minutes 24, c'est bon. Alors, le prochain à s'exprimer, Transition Québec. Alors, Mme Smith. OK. Chez Transition Québec, en fait, on trouvait qu'on était participante au sommet des années. On trouve que c'est vraiment une excellente initiative qui a été mise en place par l'administration de la Bombe. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est aussi d'avoir le Conseil des années, c'est quand même un organisme qui fonctionne bien, mais on aimerait qu'il y ait un financement permanent et prévisible pour justement faire rayonner les idées. En tant que conseillère municipale dans l'opposition, souvent les décisions qui étaient prises par le Conseil des années, c'est pas diffusé jusqu'à moi. Donc, ça se peut qu'au niveau de comité exécutif ou quoi que ce soit, ou si ça tombe dans les oreilles du maire, je ne sais pas, il n'est pas là pour nous dire. Donc, je pense que c'est important que l'information et les recommandations du Conseil des années soient diffusées pour que tout le monde puisse comprendre. Et le concept de ombudsman, excuse-moi,
c'est très excellent parce qu'il faut avoir une certaine capacité de faire les propositions, mais aussi d'avoir une capacité de suivi, puis quand ça ne va pas bien, on a un endroit de dépôt pour un ombudsman. Transition Québec, on veut décentraliser le pouvoir décisionnel dans les arrondissements, puis aussi dans les conseils de quartier. Puis on veut aussi avoir plus des services au niveau de l'arrondissement et encore plus proche dans les conseils de quartier. Donc c'est vraiment pour que ce ne soit pas toutes ces décisions de la ville qui soient prises au comité exécutif, mais vraiment avec le peuple. Donc, pour avoir les services ombudsman qui sont proches du monde, qui sont accessibles sur le terrain, et pas juste faire une demande en ligne, parce qu'on sait qu'il y a une fraction numérique importante, et avec les services téléphone, des fois, les personnes malentendantes, ça passe pas non plus. Donc, d'avoir quelqu'un, une vraie personne face à face, de s'exprimer, c'est important pour nous. Donc, je vais m'arrêter là, et en attendant la prochaine question. Merci, Jackie. Alors, maintenant, pas de surprise, M. Villeneuve. Merci beaucoup. En fait, ça, j'en parlais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est correct, là, puis on aime ce genre d'instance-là quand on parle de conseil des aînés, sommet des aînés, c'est des événements qui sont importants, puis on met pas ça en question, mais je pense qu'il faut également, quand on parle de par et pour, il faut qu'au moment là où les décisions se prennent, il faut qu'il y ait des personnes qui soient concernées, qui connaissent ces réalités-là, qui soient partie prenante aux décisions. J'insiste beaucoup là-dessus. Moi, je pense que c'est pas juste d'avoir des instances consultatives, c'est d'avoir des gens qui sont là où les décisions se prennent. Puis ça, c'est beaucoup comme ça qu'on a pensé notre équipe de candidats. Vous savez, nous, il y a quand même d'autres façons aussi d'impliquer. Je parlais tout à l'heure, il y a toutes des mécanismes de consultation publique qui existent. Il y a aussi une interaction citoyenne qui existe à la ville. C'est par téléphone, c'est par application, tout ça. Il y a un aspect technologique. C'est important de maintenir les services par téléphone, évidemment. Mais moi, je pense qu'on pourrait, dans l'interaction citoyenne, utiliser davantage l'interaction artificielle, l'intelligence artificielle, notamment pour décharger les gens qui peuvent parler à des personnes. Parce que, par exemple, tu demandes un permis à la ville, puis tu te fais envoyer des fiches là, pour ta hauteur d'escalier, toutes ces affaires-là, puis là, il faut que tu lises ça, puis t'extrais l'information. Avec l'intelligence artificielle, on serait capable de préparer des réponses plus succinctes, plus claires aux gens. Ça serait plus facile de consulter et de s'approprier les services de la ville, puis ça libérerait aussi du monde pour être capable de répondre au téléphone, puis d'être au 3-1, puis de répondre à cette fraction numérique-là qui va demeurer. Il va y avoir des gens pour qui utiliser les outils technologiques, ça va toujours rester difficile. Nous, également, dans notre programme, on a de tenir des exercices de consultation pré-budgétaire, comme ça se fait au gouvernement du Québec et à d'autres ordres de gouvernement. Au municipal, on va avoir la même chose, peut-être au printemps, au mois de mai, quand on est dans l'élaboration budgétaire, permettre aux différents groupes et aux personnes de s'exprimer sur les orientations qu'ils veulent voir la ville prendre. Le processus budgétaire à Québec est très hermétique, ça se passe beaucoup derrière des portes closes, là, ce serait de l'ouvrir un peu. Et moi, comme maire, j'aimerais à chaque année venir dans un arrondissement différent, tenir une rencontre annuelle avec les citoyens pour qu'ils puissent venir poser des questions directement. On le voit au conseil, il y a cette petite période-là réservée aux citoyens auxquels le maire se fait poser des questions, il y a la possibilité de référer ça à d'autres de ses élus. Moi, je pense que le maire doit se rendre disponible au moins une fois par année pour répondre pendant une longue période de temps, pour répondre aux questions de tous les citoyens jusqu'à les épuiser. Je veux aussi dire, on est très bienveillant par rapport à cette idée-là d'inclure dans le bureau de l'ombudsman, un ombudsman des aînés, une section avec le bureau. Puis je pense aussi quelqu'un qui serait là non seulement pour les personnes aînées, mais également pour les personnes en situation de handicap. Il y a là quelque chose d'intéressant à développer, puis de développer notre expertise d'interaction avec les citoyens, puis d'améliorer l'expérience de la ville pour toutes les clientèles. Merci, M. Villeneuve. Je vous félicite. Vous avez eu une discipline incroyable et surtout une préparation adéquate. Je vois que vous avez pris la chose au sérieux. Et franchement, je vous félicite. Ça mérite une main d'applaudissement. Alors, parce que vous le méritez, parce que vous êtes important pour nous. Je pense que tout le monde travaille fort. Merci, M. Hamad. Alors, c'est apprécié. Alors, le deuxième grand thème, c'est la sécurité des personnes aînées et des personnes handicapées. Alors, la sécurité des personnes aînées et des personnes handicapées de Québec dépasse la seule prévention des accidents. Elle concerne aussi l'aménagement des espaces publics.
le climat social, la qualité de l'air, les conditions de vie. Dans une ville où près d'un résident sur deux a 65 ans et plus, où on vit avec une incapacité, il faut repenser l'environnement urbain pour qu'il soit sûr, accessible et bienveillant. Sur le plan physique, les chutes constituent le principal risque. Environ un aîné sur 3 chute chaque année et ces incidents représentent plus de 80% des hospitalisations pour des blessures chez les 65 ans et plus. De plus, le danger augmente avec les incapacités et des milieux mal adaptés. Trottoirs, rampes, éclairage. Sur le plan social, l'isolement, la maltraitance et l'insécurité financière demeurent préoccupants. Plus de 15% des aînés déclarent une maltraitance. 21% des personnes handicapées rapportent de l'intimidation, de la cyber-intimidation, et les femmes handicapées sont fortement exposées à la violence conjugale à 46%. À domicile, l'absence d'un mécanisme officiel pour se signaler en cas d'urgence retarde l'intervention. D'où la nécessité d'une stratégie locale globale, accessibilité universelle, espace communautaire inclusif, services de proximité, réseau de vigilance citoyenne et canaux non numériques d'accès aux services. Quelles mesures concrètes entendez-vous mettre en œuvre à l'échelle locale pour renforcer la sécurité, le sentiment de sécurité et améliorer la qualité de vie des personnes aînées et des personnes handicapées au quotidien? Et quels engagements précis prendrez-vous pour prévenir l'isolement social et combattre toutes les formes de maltraitance envers les personnes aînées et les personnes handicapées? Alors, est-ce que quelqu'un veut venir piger à ma place parce que pour pas passer... Oui, c'est ça. Alors, je vais te laisser ce rôle-là. Québec d'abord. Québec d'abord. Part avec le petit sac, je donne cette responsabilité. Voilà, Québec d'abord. Vous avez bien fait ça, pareil. Là. Oui, hein, je vais quand même... J'attends le début du chrono. Voilà, Merci. on est parti. Merci, madame. Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui en compagnie de Claude. Je vous parlerai assurément plus de 3 minutes, mais je ferai tout mon possible pour respecter mon temps. Donc, je vais y aller en rafale avec ce qu'on vous propose chez Québec d'abord, notamment en matière de sécurité, sentiment de sécurité, mais il y avait aussi la deuxième question qui est sous-jacente là, relativement à l'isolement social et toute forme de maltraitance. À Québec, il existe un programme depuis 2014 qui se nomme « À la rencontre des aînés ». Peut-être le connaissez-vous, ce sont des étudiants en technique policière qui se rendent à la rencontre des aînés sous supervision de policiers de notre SPVQ. À Québec d'abord, on suggère d'élargir ce programme-là. Donc, il y a la rencontre des aînés. Nous suggérons que ce soit aussi à la rencontre des personnes qui sont en situation de handicap. Parce que l'isolement, il est réel et pas seulement pour les personnes aînées, il est pour aussi les personnes qui peuvent être aux prises avec des enjeux de mobilité pour sortir de la maison. Donc, on veut l'élargir en ce sens-là, mais on veut aussi doubler le nombre de personnes rejointes par année. Depuis 2014, on parle de 6 000 personnes. Donc, si on fait une moyenne, on est à 600 par année, on propose de le doubler et donc d'aller à votre rencontre, d'envoyer nos étudiants en technique policière à votre rencontre, notamment pour briser l'isolement, mais aussi pour toutes les causes de fraude et de maltraitance qui sont malheureusement en hausse. Un autre des enjeux que Québec d'abord veut prendre de front, c'est celui de la sécurité alimentaire. On s'en fait de plus en plus parler. C'est un enjeu qui n'est pas seulement dans les quartiers centraux. Moi, je suis présentement élue dans l'arrondissement des Rivières et on m'en parle, non pas quotidiennement, mais très, très souvent. Alors, on souhaite augmenter le financement aux organismes qui, eux, offrent ce service-là pour contrer les enjeux relativement à la sécurité alimentaire. Donc, on veut un meilleur financement pour la sécurité alimentaire. Troisièmement, Claude n'a pas eu le temps de l'aborder un peu plus tôt, centre communautaire, on a proposé d'en rénover, restaurer 6 sur les 12 prochaines années pour briser l'isolement, évidemment. Mais j'ajouterais que récemment, la Ville a inauguré la place Lorenzo Verrette, qui est une place extraordinaire et accessible. Une place comme celle Lorenzo Verrette ne devrait pas être l'exception.
ça devrait être la règle. Donc, Québec d'abord veut voir se multiplier les places publiques accessibles à tous, aînés, personnes à mobilité réduite, jeunes familles. Et je vais peut-être vous faire rire. L'isolement, c'est aussi, contrer l'isolement, c'est aussi vous permettre d'avoir des animaux à la maison. Et en ce sens, Québec d'abord s'engage à abolir la taxe sur l'enregistrement des chats. Merci. Alors, M. Hamad me disait qu'un porte-parole par parti, mais nous, ce qui nous importe, c'est ce qu'on avait convenu, c'est 3 minutes par parti. Donc, quel que soit le candidat. Alors, la prochaine pige. S'il vous plaît. Attends, on va attendre. Oui, je pensais que c'est moi. Alors, c'est... Transition Québec. Transition Québec. Alors, Mme Smith. Ah oui, la sécurité, c'est une grosse question parce que ça peut avoir plusieurs formes. Donc, encore une fois, je vais essayer d'aller un peu dans le rafale. Une des choses qu'on avait pu comprendre, surtout dans les grands quartiers centraux et surtout dans Saint-Roch, c'est le sentiment de sécurité chez les gens pour se déplacer dans Saint-Roch en général, avec une présence des personnes en situation d'itinérance et en crise. Évidemment, on veut s'attaquer à la crise d'itinérance, mais une mesure, c'est on veut mettre en place un programme des sentinelles. Ça veut dire un homme et une femme qui vont se promener dans le quartier de Saint-Roch pour justement avoir une autre paire des yeux et des personnes à contact pour donner un sentiment qu'on n'est pas tout seul dans la rue. Si on a besoin de l'aide, il y a quelqu'un. La question de éclairage et de déneigement, c'est quelque chose qu'on tient vraiment au cœur. Transition Québec, on veut mettre en place une formation pour l'analyse différenciée selon les sexes et aussi les habilités pour toute décision sur l'urbanisme. Donc, est-ce qu'on se sent à l'aise de promener la nuit si c'est pas bien éclairé? Non. Comment on peut aménager tous les espaces pour que tout le monde se sente en sécurité dans la rue? Les questions de sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Actuellement, dans le quartier Limoilou, il y a une épicerie communautaire qui fonctionne très, très bien. C'est en fait, ils tiennent une épicerie au centre Jean-Guy Drolet avec les éléments, toutes sortes d'éléments à un prix réduit et dans les petites quantités. C'est un service qui est très bien apprécié, surtout par les personnes aînées dans Limoilou, parce qu'on peut avoir des petites quantités pour une personne et on peut aller, c'est pas trop loin. Donc, ça offre non seulement une sécurité alimentaire côté prix, mais aussi côté proximité. C'est très accessible parce que c'est ancré dans les communautés. C'est pas dans un gros centre d'achat avec un océan de stationnement. Il faut traverser bon temps, mauvais temps. Donc, ça rend des services essentiels vraiment concrètes. Et j'ai pas passé mon minutia, donc je pense que j'ai quand même laissé mon temps, mais d'avoir un sentiment de sécurité, je pense aussi que ça fait partie de l'interaction sociale et le fait qu'on peut compter sur nos voisins. Et si on a besoin de l'aide, il y a des gens qui vont nous aider et c'est ça qu'on veut vraiment serrer les coudes. Merci. Alors, le prochain. Québec forte et fier. Alors, Québec forte et fier. Merci. D'abord, le sentiment de sécurité, c'est notre capacité à créer des quartiers qui sont unis. Des quartiers où on a des lieux où on peut se rassembler, où l'intergénérationnel se pense, où on se sent accueilli, que ce soit les corporations de loisirs, que ce soit les centres communautaires fédérés, tous ces lieux où on peut aller faire nos activités, où on rencontre des gens, où le tissu social se tisse et où on peut nommer aussi et se sentir assez en confiance pour pouvoir nommer les enjeux que l'on vit. Donc, quand on vient investir dans ces milieux communautaires-là, quand on vient reconnaître nos organismes, c'est une façon pour nous de s'assurer que ces milieux de vie sont accessibles, mais qui contribuent au tissu social de cette communauté-là, où chacun peut contribuer, mais chacun aussi peut recevoir du soutien. Au niveau de la sécurité financière est importante. On le sait, avec le vieillissement de la population, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où le revenu n'augmente pas au rythme du coût de la vie.
C'est pour cette raison-là qu'on est venu, en fait, au niveau de la taxation, on est venu aller en dessous de l'inflation. Donc, c'est une taxation dans les 4 dernières années de 11,5 plutôt que de 16,6 au niveau de l'inflation. La Ville de Québec, on se coupe de certains revenus, mais c'est parce qu'on est conscient que les citoyens ont un vécu et ont une situation qui peut être complexe pour pouvoir arriver. Quand on vient travailler sur du logement social, c'est aussi une façon d'adresser les enjeux financiers, l'ensemble de la population, de s'assurer qu'on continue à avoir du logement qui est abordable, mais qui sera aussi abordable au niveau de la pérennité. On entend beaucoup parler de la sécurité routière. Donc, la sécurité routière, c'est quand même un élément qui est important, en fait, pour tout le monde. Pour les personnes aînées, pour les personnes handicapées, pour les jeunes, pour les familles. Donc, c'est des éléments sur lesquels on se doit d'intervenir et on se doit, je vais le dire, de continuer d'être toujours meilleur. Est-ce que les choses sont parfaites? Elles ne seront probablement pas, mais on va continuer à s'améliorer parce qu'on est capable, on a la modestie d'entendre les enjeux que les gens nous relèvent. On va continuer à s'améliorer. On a annoncé la mise en place de 43 zones pour aînés. Donc, c'est des endroits qu'on a identifiés qui étaient plus accidentogènes, où il y avait une concentration de personnes aînées qui était plus importante. Donc, ces secteurs-là vont avoir des interventions plus spécifiques, que ce soit au niveau du déneigement, que ce soit au niveau de la géométrie de la rue, que ce soit au niveau du marquage. Donc, c'est tous des éléments qui viennent assurer la sécurité. Des fois, il ne faut pas sous-estimer l'importance de mettre une lumière ou d'empêcher de tourner à droite sur une lumière rouge. On l'a entendu dans les derniers temps, il y a des gens qui décrivent l'idée de ne pas pouvoir tourner à droite sur une lumière rouge parce que ça diminue la fluidité du trafic. Mais quand on empêche de tourner à droite sur une lumière rouge, ce qu'on fait, c'est assurer la sécurité des gens, parce qu'on met la sécurité en avant. Merci, Marie-Pierre. Merci. Alors, ça va bien. Je suis un peu devin, j'imagine, c'est Leadership Québec qui est le dernier. Alors, oui, mais j'ai mieux que lui qui fait le tirage en passant. Écoutez, vous avez remarqué, nous, à Leadership Québec, on va directement dans le sujet, on les nomme 1, 2, 3, 4, on ne va pas faire des soins. Ce qui est important pour vous, de bien comprendre notre positionnement. Donc, pour nous, la sécurité des aînés et des personnes handicapées sera une priorité municipale transversale, intégrée dans la planification urbaine, les services de proximité, les interventions d'urgence. Maintenant, comment on fait? Premièrement, un programme municipal marche en confiance pour repérer et corriger rapidement les zones à risque signalisées par les citoyens. Trottoirs, glacés, éclairage insuffisant, obstacles physiques. Ce programme sera développé avec les conseils des quartiers et les associations d'aînés. Deuxièmement, un entretien prioritaire et ciblé des trottoirs et passages piétons autour des résidences pour aînés, des CHSLD, des CLSC et des pôles communautaires, incluant un plan de déneigement renforcé et des réparations accélérées. Troisièmement, un éclairage intelligent dans les secteurs piétonniers à forte concentration d'aînés afin de réduire le risque de chute et d'améliorer le sentiment de sécurité après la tombée du jour. Quatrièmement, on va créer un réseau vigilance citoyenne et un plan municipal de prévention de la maltraitance avec le CIUS et le SPVQ, la police. Une ville sécuritaire est une ville où sortir de chez soi ne devrait jamais être un risque. Et finalement, soutenir et financer davantage les organismes de première ligne qui œuvrent à la lutte contre la maltraitance et à la prévention de l'isolement en simplifiant leur accès aux programmes municipaux. Je vais vous le dire, moi j'ai été malchanceux peut-être de ne pas avoir un papa, mais j'ai eu 2 mamans. C'est là ma grande chance, 2 mamans, ma grand-mère et ma mère qui m'ont élevé. Et les dernières années de ma mère, j'ai vu ma mère tomber souvent. Et ça, à chaque fois qu'elle tombait, ça me blessait. Et je comprends aujourd'hui, quand vous dites qu'il y a des personnes qui tombent et le nombre d'accidents qui arrivent, je le comprends, je le sens. Puis quand je voyais ma mère, j'ai dit, j'espère qu'un jour, on va faire mieux. Et ce que j'ai essayé de faire à ma mère, mais je vous le garantis, on va le faire mieux avec nos citoyens au Québec. Merci, M. Hamad. Alors, personne dort. Alors, donc, c'est captivant. Moi, j'espère, si j'additionnais tous ces engagements-là,
et qu'on les réalisait, mon Dieu, on aurait une ville plus sécuritaire et on répondrait aux besoins. Donc, on souhaite qu'on accumule tous ces engagements-là au lieu de les confronter. Ils sont enregistrés. Hein? Ils sont enregistrés en plus. Oui, c'est ça qui est bien. C'est bien. Alors, troisième thème. Alors, tout va bien. Le troisième thème, c'est le logement social et accessibilité et adapté. Accessible. Donc, le logement social, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon fer de lance pour l'accessibilité au logement des personnes marginalisées. J'en ai fait ma mission depuis plusieurs années. Alors, le logement social est accessible et adapté. Le logement est un enjeu majeur à Québec. Le vieillissement accéléré et la hausse des incapacités font grimper la demande de logements sociaux, accessibles et adaptés. Tandis que la hausse des loyers, la rareté de l'offre et la complexité des démarches accroissent la précarité. Près de 16% des aînés vivant à domicile sont sous le seuil de faible revenu. 14,7% des personnes ayant une incapacité vivent dans une précarité financière. Des milieux résidentiels mal adaptés augmentent les risques de perte d'autonomie et favorisent des entrées prématurées dans les RPA, les CHSLD et les RI, les ressources intermédiaires. Il faut donc construire, rénover des logements sociaux et communautaires accessibles et adaptés ou adaptables, financer l'adaptation domiciliaire et offrir des services de proximité, soutenir les logements alternatifs, logements partagés, appartements avec soins et services, coopératives intergénérationnelles et renforcer la vie communautaire. L'itinérance des aînés et des personnes handicapées augmente en 2022. Près de 10 000 personnes en situation itinérante, dont 927 dans la capitale nationale. Les personnes handicapées sont surreprésentées. Limitation cognitive, 32%, physique, 29% parmi les personnes itinérantes. Et les 50 ans et plus pèsent davantage, 36% en 2022 et versus 32% en 2018. Cette réalité exige prévention ciblée, logement avec soutien et politique inclusive. Enjeu central, constituer un parc de logements abordable, accessible et soutenant, avec accompagnement individualisé et soutien aux proches aidants pour prévenir les glissements vers l'itinérance. Question. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour accroître l'offre de logements sociaux accessibles et adaptés afin de permettre aux personnes handicapées et aidées de demeurer dans leur communauté plus longtemps que possible? 2. Comment votre administration entend-elle soutenir le développement d'habitats alternatifs, logements sociaux, partagés, coopératives, etc., et prévenir l'itinérance chez les personnes handicapées et aînées? Alors, Lansana, excusez-moi. Québec fort et fier. Québec fort et fier. Merci beaucoup. Le logement social, c'est un des éléments, je vous dirais, pour avoir porté aussi le logement, l'habitation, le logement social au sein du comité exécutif sur lesquels j'ai une grande fierté. Dans les dernières années, on a mis en place, on a construit, et on a plusieurs projets qui sont en cours aussi. Je dis on, là, mais c'est pas nous qui avons construit, nous, on vient soutenir financièrement, on vient mettre en place tous les éléments qui nous permettent aux groupes de ressources techniques, qui permettent aux OBNL, qui développent du logement, d'avoir tous les éléments en place pour pouvoir construire. On a un rôle aussi de faire des alliances avec le gouvernement du Québec pour pouvoir aller chercher les sommes dont la Ville de Québec a besoin pour pouvoir livrer du logement social. On a un objectif de 20% de logement social et communautaire pour la Ville de Québec. Donc, on va continuer à mettre en place tout ce qu'il faut, c'est-à-dire l'achat de terrains. Ça fait partie de ce que la Ville peut faire, venir acheter des terrains pour pouvoir permettre à des ONL de développer les projets. Donc, dans les dernières années, on est venu, même davantage, des fois, prendre les risques nécessaires, c'est-à-dire on achète le terrain, on fait le prêt éventuellement à un organisme qui peut acheter le terrain, ça fait partie des éléments qu'on a entre les mains pour pouvoir agir, pour pouvoir développer du logement social. On a des belles réalisations. On peut penser, par exemple, à Unité Aînée, qui a 100 unités de logement pour personnes aînées qui vont être développées dans la prochaine année. Donc ça, c'est un des projets qui est en cours actuellement. On a l'Albedo qui a été construit, qui vient répondre aux besoins des aînés. Et un autre élément qu'on entend, c'est on veut s'assurer d'avoir l'intergénérationnel.
On veut s'assurer de pouvoir côtoyer des enfants. C'est pour ça que le projet Carillon était un projet qui était intéressant pour nous aussi à venir soutenir. Le projet Carillon, c'est un projet où il y a une garderie au premier étage et des unités de logement pour personnes aînées aux étages supérieurs. C'est un projet qui est magnifique et qui vient répondre à un besoin. On va continuer à être présent et à travailler de proximité avec les organismes qui vont développer ces projets-là. Un autre élément, vous savez, le logement, on parle souvent en termes d'urbanisme de H1 pour de la maison, H2 pour du logement avec soutien. Donc, le H2, ça permet à des personnes, par exemple des RPA ou encore du logement avec service, par exemple, pour personnes handicapées. Dans les zones où il y a du H2, nous ne retirerons pas le H2. On ne fera pas de demande de modification réglementaire pour aller retirer le H2 tel que l'a fait deux des candidats de Leadership Québec à Beauport. Donc, nous, on s'engage à maintenir tout ce qui est en place au niveau de l'urbanisme pour pouvoir venir répondre aux besoins des personnes aînées et des personnes handicapées. On va être là, on va déployer les sommes nécessaires, puis on va être en avant-garde pour pouvoir aller représenter les citoyens de Québec auprès du gouvernement du Québec pour pouvoir avoir les unités nécessaires pour le logement social. Marie-Pierre, merci. Alors, on voit l'enthousiasme dans ce sujet-là. Alors, le prochain? Québec d'abord. Québec d'abord. Oui, on parle beaucoup de logement dans cette campagne électorale, en particulier, mais en général, là, dans le débat public, c'est une préoccupation qui a grandi. On parle de logement social, on parle de logement abordable. C'est pas des choses qui sont assimilables, c'est pas la même chose. On parle pas assez de logement communautaire, mais quelque chose dont on parle définitivement trop peu, c'est le logement accessible. C'est parce que, tu sais, on a l'impression, justement, tu as rendu un logement abordable disponible, ça règle tout. Non, c'est les logements accessibles spécifiquement, à chaque fois, sur chacun des projets, quand on en parle, fait à notre époque, tous les projets, quelle que soit leur gamme, qu'on parle de logement social, qu'on parle de logement plus haut de gamme, qu'on parle dans une construction, tu devrais avoir du logement accessible. C'est plus quelque chose qu'on devrait accepter. Puis, on a différents outils qu'on a gagnés, les villes, par exemple, avec le projet de loi 31, pour faciliter les projets. Puis là, on encourage là, tout plein de modes de construction innovants. On parle de toit vert, de toit blanc, on parle de stationnement intérieur, on parle de géothermie, tout ça, mais c'est que le logement, la construction de logements accessibles, ça devrait faire partie des facteurs que, comme ville, on retiendrait, on va favoriser davantage pour permettre la construction des projets. On devrait utiliser les outils qu'on a pour faire levier sur les promoteurs pour qu'il y ait du logement accessible prévu dans tous les projets. Il y a également, je ne crois pas qu'on l'a encore abordé ici, mais il y a le programme d'adaptation domicile, le PAD, c'est des sommes qui viennent du gouvernement du Québec qui sont gelées. C'est un gros enjeu pour les villes, là, parce qu'on n'a pas nos ressources qui consacrent au PAD sont étirées au maximum. On a même repris la gestion de l'adaptation domicile pour l'inverser de l'agent quartier pour différents lieux, puis ça fait en sorte que nos ressources, commence à trouver ça difficile, là, puis ça doit faire partie des demandes de la Ville auprès des gouvernements supérieurs, du gouvernement du Québec en particulier, d'avoir des sommes, de mettre plus de ressources dans le programme d'adaptation de domicile, parce que quand on veut pouvoir rester chez nous, vieillir chez nous, à un moment donné, nos besoins changent, puis c'est dommage, c'est tragique quand tu finis par décider d'aller vivre ailleurs, non pas parce que tu n'es plus capable de prendre soin de toi, mais parce que c'est ton domicile qui ne te convient plus. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut agir. On ne parle même pas de construire des nouveaux logements accessibles, c'est de rendre accessibles les logements qui existent déjà. C'est une aubaine, là, comme gouvernement, on ne devrait pas s'en priver. Finalement, on parle du guide pratique d'accessibilité universelle, il en a été fait mention plus tôt. On pense que ce guide-là, il doit être adapté encore, mais ça date, là, cette pratique-là, et surtout, qu'il doit être beaucoup mieux diffusé et connu autant à l'intérieur des services municipaux qu'à l'externe. Il faut le communiquer aux promoteurs, il faut qu'on le communique aux promoteurs privés, aux gens avec qui on est en relation pour qu'ils adoptent les meilleures pratiques, parce que c'est bien beau d'avoir un guide, c'est bien beau d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut avoir. Bien, il faut que les gens qui sont en position de décision soient en position de faire une différence, qu'ils aient l'information et qu'eux-mêmes qu'ils incluent ces pratiques-là. Merci. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Très intéressant. Alors, le prochain? La prochaine? Transition Québec. Transition Québec.
Il y a une fille qui est vraiment en haut de jeu modèle qui me préoccupe. Marie-Pierre, tu gardes une main, s'il vous plaît. Logement social, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, Transition Québec, on propose d'avoir, mettre en place un règlement 25-25, donc on va obliger toutes les nouvelles constructions de 50 logements et plus d'avoir 25% de logement social et 25% de logement familial, ça veut dire de 3 chambres et plus. Si les promoteurs ne fournissent pas ces pourcentages, oh God, elle saute, excuse-moi. Il y a, donc il y aura une pénalité qui va être versée à la ville, justement pour qu'on puisse faire l'acquisition des nouveaux terrains. Mais ce qu'on veut faire, Transition Québec, c'est aller un peu plus loin. Depuis des années, il n'y avait pas vraiment un financement prévisible pour le logement social au niveau du gouvernement du Québec. Donc, nous, on veut prendre le taureau par les cornes et on veut faire l'acquisition des tours de bureaux qui sont vides, des espaces qui sont aimés, puis aussi, il y a plusieurs blocs qui sont présentement, qui offrent des loyers modiques. On veut protéger ça, on veut faire l'acquisition. Puis on veut mettre en place un programme, Je me loge, où les personnes avec un revenu de 60 000 $ et moins peuvent accéder à un logement à un faible coût. Donc ça va commencer à 595 $ par mois, tout inclus. Donc ça serait un programme de la ville. C'est déjà, ça fait un peu référence à un autre programme, UNAT, qui fonctionne très très bien à cette époque, à ce moment-là. La difficulté avec le fournissage de logement social présentement, c'est vraiment la construction. Parce que si on construit un condo de luxe ou si on construit un logement social, le prix c'est très élevé, c'est 350 à 400 000 $ par porte dans les coûts de construction. Donc c'est ça que c'est quelque chose qui empêche véritablement d'avoir le logement social et ça enflamme la crise de logement. Donc, il faut vraiment agir. Nous, c'est quelque chose qu'on peut voir, on entend souvent, c'est mon loyer ne s'arrête pas à augmenter, mais ma pension n'augmente pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Et on voit dans les personnes en situation d'itinérance, l'âge augmente aussi. Évidemment, on veut alléger les demandes pour faire les adaptations pour les logements. On a plusieurs plaintes de complexité de faire une demande, de mettre en place une rampe pour des autres aménagements dans les logements existants pour les personnes en déficience de mobilité. Donc, c'est quelque chose qu'on veut s'attaquer réellement, à voir comment on peut avoir les permis plus facilement à niveau du Québec. Merci, Jackie. Merci. Alors, j'imagine qu'il reste Leadership Québec, là. Hein, alors, M. Allard. Merci. Concrètement, voilà nos propositions. Accélérer les projets inscrits au plan de développement de l'habitation en simplifiant les démarches administratives et en créant un guichet unique municipal pour les projets d'habitation communautaire inclusive, OBNL, coopératives, organismes de services. Deuxième élément, c'est mettre sur pied un programme de rénovation, adaptation domiciliaire en collaboration avec la Société d'habitation de Québec pour aider les aînés et les personnes à mobilité réduite à rester chez eux plus longtemps, grâce à des travaux d'adaptation simples, barres d'appui, rampes, élargissement des portes, salles de bain adaptées, etc. Troisièmement, favoriser la création des quartiers intergénérationnels où les logements, les services, les espaces communautaires cohabitent, un modèle de proximité qui soutient les aînés sans les isoler. Notre objectif, c'est de permettre à chaque aîné et à chaque personne vivant avec un handicap de vieillir dans sa communauté, pas dans l'inquiétude. Pour l'itinérance chez les aînés et les personnes vivant avec un handicap est une crise silencieuse. Elle découle d'un manque de logements adaptés, d'un accompagnement insuffisant et d'une absence de coordination entre les acteurs du milieu.
Alors nous, on se base sur 3 éléments pour attaquer ce problème-là. En fait, la prévention, l'innovation et le soutien. Et donc, nous, on veut créer un protocole municipal d'intervention préventive pour repérer les aînés et les personnes handicapées en situation de précarité résidentielle en collaboration avec les organismes de logement, la CLSC et les associations locales. L'innovation, soutenir création d'habitats alternatifs, coopératives, intergénérationnels, appartements avec services partagés et logements communautaires intégrant soins et accompagnement en simplifiant l'accès aux terrains municipaux et en réduisant les délais d'autorisation. On veut aussi favoriser le modèle de colocation solidaire qui jumelle les aînés seuls avec des étudiants, des travailleurs ou d'autres citoyens pour briser l'isolement et mutualiser les coûts. Soutien et accompagnement, c'est appuyer financièrement les organismes communautaires en logement social, véritable pilier de proximité pour leur permettre d'assurer un suivi humain après le locataire vulnérable et développer des partenariats avec le SHQ et le MSS pour intégrer le soutien domicile dans les projets d'habitation. Merci, M. Hamad. Alors, on est rendu au 4e thème. On en a 5, donc tout va bien, il y a un respect impeccable. Je vous remercie de me faciliter la tâche. Je vais pouvoir partir en voyage, la tête reposée, m'assurer que tout se passe bien à Québec. Alors, mobilité et aménagement urbain sécuritaire. Alors, une ville véritablement inclusive se juge à la façon dont ses rues, quartiers et espaces publics sont conçus. Pour les personnes aînées et les personnes handicapées, l'environnement urbain conditionne directement l'autonomie. Sortir, se déplacer, maintenir des liens, participer à la vie citoyenne. Or, selon Statistique Canada, en 2022, 38% des 65 ans et 60% des personnes handicapées limitent leur déplacement en raison d'obstacles physiques. Trottoirs non adaptés ou mal entretenus, signalisation peu inclusive, cohabitation piétons-cyclistes, manque de toilettes publiques et de stationnement de proximité, ainsi que la complexité de certains aménagements. Pour sécuriser et faciliter les déplacements, des standards d'aménagement s'imposent. Trottoirs continus et dégagés en toute saison, traverses au temps de passage suffisant, bateaux pavés, dalles podotactiles et marquables visibles. La qualité de vie passe aussi par des bancs réguliers, un éclairage adéquat, des points d'eau, des espaces verts et des places publiques conviviaux. Au-delà des infrastructures, la sécurité perçue repose sur le sentiment d'appartenance, présence d'agents de proximité et implication des aînés et des personnes handicapées dans la consultation d'aménagement, avec 22,8% d'habitants de 65 ans et plus et 17,5% vivant avec des incapacités, il est urgent d'inscrire la sécurité et l'accessibilité universelle au cœur des planifications urbaines afin de concevoir des quartiers où chacun peut circuler, participer et s'épanouir sans crainte. Question. Quelles mesures d'urbanisme durable proposez-vous pour faire de Québec une ville véritablement inclusive, où la sécurité et l'accessibilité sont intégrées dès la conception des projets? Comment comptez-vous adapter l'aménagement urbain de Québec pour garantir des parcours piétonniers avec les services sanitaires, sécuritaires et confortables pour les personnes aînées et les personnes handicapées? Alors, on a changé de tireur, là, donc... Québec d'abord. Québec d'abord. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, lorsqu'on nous demande à Québec d'abord quelles mesures on compte mettre en place afin que la sécurité et l'accessibilité soient intégrées dès la conception du projet, je suis obligée de vous dire que la Ville dispose déjà des outils pour que l'accessibilité et la sécurité soient des éléments essentiels intégrés dès le départ. Il y a des consultations. On a un guide pratique d'accessibilité universelle qui est reconnu au travers la province et qui sert de modèle. Cependant, lorsqu'on arrive à la mise en œuvre des aménagements, bien, on ne les applique pas.
on n'applique pas ce qu'on a entendu lors des consultations et on n'applique pas les fiches qui découlent de notre guide pratique en accessibilité universelle, et ça, c'est problématique. Je ne vais prendre qu'en exemple la piste cyclable sur Jean-Lesage. En décembre 2023, j'ai questionné M. Desrivières sur pourquoi on n'avait pas mis de délimitation entre la piste cyclable, la route, le trottoir, parce que pour les personnes avec un handicap visuel, notamment, il n'y avait plus aucun repère sur la route. J'apprends que c'est maintenant qu'il y a des marches exploratoires qui se font à cet endroit pour corriger la situation. Ça, c'est inacceptable. Alors, Québec d'abord, on ne va pas inventer des nouvelles choses, mais on va s'assurer que ce qui est déjà en place va être mis en application. Autre chose, on va aussi faire preuve d'agilité et d'ajustement. La Maison des aînés à Le Bourgneuf est enclavée au haut de Pierre-Bertrand. Ça a beau être un projet provincial, n'en demeure pas moins que c'est sur le territoire ville. La Maison des aînés a répété les demandes pour que les sentiers derrière dans le parc de l'Escarpement soient reliés à la Maison des aînés pour permettre aux résidents de rejoindre les sentiers. La ville a dit non. Eh bien, chez Québec d'abord, on va faire preuve d'agilité et on va être à l'écoute des besoins qui peuvent survenir suite à l'aménagement et à la construction d'un projet pour qu'on s'assure d'offrir aux personnes aînées, aux personnes qui sont aux prises avec des limitations, qu'ils soient considérés. Évidemment, on veut des bancs partout. Hein? On pourrait même gagner la ville avec le plus de bancs dans la province, mais c'est une problématique. On ne peut pas aménager des sentiers partout sans permettre aux gens de se reposer. J'essaie de tout dire en même temps. Là, il y a tout l'aspect de sécurité où évidemment on s'est engagé à refaire 70 km de trottoirs, le déneigement prioritaire. On veut revenir aussi à des notions qui étaient dans la politique de viabilité hivernale ou les corridors autour des résidences de personnes âgées et autour notamment, là, je vais dire François Charon, là, vous me donnerez l'âge que j'ai, ou en fait, imaginez-le, mais on veut une priorité pour des trottoirs, pour le déneigement, l'éclairage, signaux sonores, des traverses jaunes, d'alpodotactile. Là, je fais ça en rafale. On veut aussi des toilettes adaptées, non pas comme une exception, mais comme une règle. Merci. Bien gentil. Désolée, j'ai fait ça comme vite. Merci. Alors, oui. Leadership Québec. Leadership Québec, voilà. Merci. J'ai rencontré le groupe FADOC au Royal dans Charlebourg et j'étais dessus avec mes candidats de voir. Ils ont enlevé des parkings devant leur local et les gens, il y avait des personnes âgées, des aînés, il y avait aussi des personnes handicapées. Ils ont mis le parking beaucoup plus loin. Ils sont pleins. Ils sont allés voir la ville. La ville a donné la réponse suivante. Elle dit, ben c'est bon, fais l'exercice. Et c'est une insulte totale. Ça, là, ça n'arrivera pas avec nous, je vous le garantis. Alors, je reviens au sujet maintenant. La mobilité ne sera pas un privilège réservé à un certain quartier. Elle sera un droit pour tous les citoyens, particulièrement pour les aînés et les personnes vivant avec un handicap. Moderniser les airbus, trottoirs et arrêts de RTC pour assurer le parcours sans obstacle. Rampe, surface nivelée, signalisation claire, éclairage accru et bancs de repos à proximité des résidences pour aînés. Accélérer la mise aux normes d'accessibilité du réseau RTC, incluant les stations majeures, terminus et bâtiments municipaux en cohérence avec le plan directeur des déplacements actifs et le plan d'action en accessibilité universelle de la ville. Mettre en œuvre un outil d'accessibilité annuel du réseau en collaboration avec les organismes d'aînés et de personnes handicapées. Voilà, merci. Merci. Alors, voilà. Transition Québec. Transition. Déjà, depuis qu'on est élu, on milite beaucoup pour avoir une analyse d'accessibilité universelle à chaque niveau. Et on pose des questions sur, dans tous les aménagements, quand on a la capacité de mettre notre grain de sel, les aménagements pour l'accessibilité universelle. Mais il y a quelque chose vraiment spécial dans la culture à la ville de Québec. L'autre jour, je traversais la rue proche de l'hôtel de ville et
d'un coup, il y avait du trafic dans 4 directions d'intersection et tout le monde a arrêté. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un a fait une crise cardiaque? Est-ce qu'il y a une urgence? Qu'est-ce qui se passe ici, dans le Vieux-Québec? Je regardais autour de moi. Finalement, c'était juste 4 touristes américaines avec les plaques américaines qui ont vu une piéton approcher la rue. Puis tout le monde s'est arrêté spontanément. Pourquoi on ne fait pas ça à Québec? Pourquoi partout dans l'Amérique du Nord, on est capable de dire « Hey, il y a une piéton qui traverse la rue. » Pourquoi on ne peut pas avoir un œil pour les usagers de la route le plus vulnérables? C'est quelque chose que, moi je viens de l'Ontario, c'est quelque chose de naturel pour moi. Je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable d'instaurer une culture qui priorise les piétons. Je parle des autos, mais c'est aussi vrai pour les pistes cyclables. Il y a une immense gain des cyclistes dans les dernières années. Et une autre chose que je vois qui est extraordinaire, c'est le nombre des personnes en quadriporteurs et triporteurs qui permettent une mobilité, une liberté incroyable. Mais comment on peut tous se déplacer sans faire peur ou créer des véritables accidents? C'est vraiment, il faut une sensibilisation vers les piétons. Donc c'est quelque chose qui est primordial pour Transition Québec, c'est d'instaurer cette culture-là de piétons en priorité. Et je pense que j'ai monté mon temps. Non, il en reste encore 30 secondes. Je vais laisser ça comme ça. Merci. Alors, Québec porte fier. Je suis d'accord avec Mme Smith. Le piéton doit avoir priorité. C'est une question de sécurité. Le piéton doit avoir priorité. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on vient allonger les temps de traverse piétonne dans plusieurs endroits de la ville. On se fait dire qu'on fait la guerre à l'auto, là, sauf que c'est pas la guerre à l'auto qu'on fait. On priorise la sécurité des piétons. C'est pour cette raison-là aussi qu'on ne peut plus tourner à droite sur certaines lumières rouges. C'est pas la guerre à l'auto. On priorise la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite. C'est pour cette raison-là aussi qu'on fait des rapprochements de trottoirs. Peut-être que vous avez vu ça dans certains endroits, on fait des rapprochements de trottoirs, puis on vient même mettre un îlot parfois en plein milieu pour que les gens puissent s'arrêter à cet îlot-là. C'est pas la guerre à l'auto, on priorise le piéton et sa sécurité. Le piéton et sa sécurité qui peut être plus long pour traverser. La semaine dernière, en conseil d'arrondissement, on a adopté justement la modification au niveau de la route pour permettre aux gens qui s'en vont dans un parc, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, jeunes, familles, qui traversent dans le parc pour aller marcher par la montagne des Roches. Et je me suis fait dire que c'est une guerre à l'auto. Et pour moi, ce n'est pas une guerre à l'auto et ce sera toujours assumé. On va prioriser les gens qui sont plus lents. On va prioriser, oui, on va prendre plus de temps assis dans notre voiture au coin de la rue parce que la personne, elle va prendre le temps de marcher à court repos pour traverser la rue. Parce qu'elle a le droit de prendre le temps de marcher pendant que moi, j'ai les 2 fesses assis dans ma voiture avec mon banc chauffant. On fait le choix de prioriser les personnes qui sont à pied. Ensuite, les personnes qui sont en vélo. Les personnes qui sont dans la micro-mobilité, les triporteurs, les quadriporteurs. Peut-être que vous allez me dire, on a actuellement un enjeu, les vélos électriques. Est-ce que la solution, c'est de revenir en arrière? Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans une période d'adaptation et de chaos où actuellement, on est en train d'apprendre à cohabiter ensemble. Et le choix que je fais, c'est de me dire qu'on va l'apprendre ensemble. Qu'on va l'apprendre dans la cohabitation du ensemble. C'est pour ça qu'à la dernière rencontre du Sommet des aînés, on est allé consulter les aînés pour voir comment on peut faciliter cette cohabitation-là. C'est pour cette raison-là qu'au niveau de la table d'accessibilité universelle, on les implique et on leur demande de venir et d'être présents pour ces marges de repérage-là pour pouvoir venir nous aider à nous améliorer. Est-ce que c'est parfait? Non, vous avez raison. Puis je vous dirais, il n'y a personne ici qui peut se dire qui va faire parfaitement dans les 4, les 8, les 15 prochaines années. Si vous trouvez quelqu'un qui va être capable d'être parfait, dites-moi là, je ne les connais pas. Par contre, on va avoir l'humilité
l'humilité de demander aux personnes concernées d'être avec nous pour nous dire comment on peut s'améliorer, pour retourner faire des marches de repérage puis continuer à s'améliorer. Québec Fort et Fier, c'est ça. Québec Fort et Fier, c'est être capable de travailler avec vous pour continuer à prioriser les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui sont aînés et les pieds. Merci. Merci. Alors, jusqu'ici, ça va bien. Merci. Alors, on est rendu au dernier thème. Donnez pas congé aux ambulanciers tout de suite. Hein? C'est un thème qui peut être assez enlevant. C'est le transport collectif accessible et abordable. Alors, le transport collectif est un pilier d'inclusion pour les personnes aînées et les personnes handicapées. À Québec, où près d'un habitant sur deux a 65 ans et plus, on vit avec des incapacités physiques. L'accessibilité et l'abordabilité conditionnent directement la participation à la vie sociale, culturelle et économique. Or, de nombreux obstacles persistent. Arrêts trop éloignés, entraves au cheminement piéton, travaux, rebuts, végétation, cohabitation complexe avec les cyclistes. Un plan de développement s'impose, élargissement du réseau, modernisation des infrastructures, simplification des services. L'arrivée d'un tramway conçu selon l'accessibilité universelle serait un levier structurant. Le transport adapté demeure essentiel, mais les délais de réservation et la faible flexibilité limitent son efficacité. Une bonification de l'offre de services est alors nécessaire. Parallèlement, la question de l'abordabilité, voire de la gratuité ciblée, gagne du terrain. Plusieurs villes offrent déjà la gratuité pour les 65 ans et plus, Montréal, Laval, Saint-Jérôme, ou des abonnements très réduits à Calgary. Ailleurs, la gratuité universelle à Dunkirk et Tallinn. Dunkirk, c'est une commune de France, puis Tallinn, c'est en Estonie. C'est bien ça? Alors, la fréquentation réduit la dépendance et à l'auto et brisé l'isolement. À Québec, le programme Équité Mobilité réduit les coûts pour les personnes à faible revenu et les usagers du transport adapté. Une base à élargir, la gratuité en soirée, fin de semaine, pour les 65 ans et plus, ou mesure universelle. De telles politiques renforcent le pouvoir d'achat, soutiennent l'achat local, accélèrent la transition écologique et la cohésion sociale. Un transport collectif accessible, sécuritaire et abordable n'est pas qu'un service. C'est une infrastructure sociale qui soutient l'autonomie et la dignité des aînés et des personnes handicapées. Question. Quelles mesures précises mettez-vous en place pour garantir un transport collectif régulier et adapté, réellement accessible et sécuritaire pour des aînés et des personnes handicapées à Québec? Êtes-vous prêt à bonifier la tarification sociale du transport collectif pour les personnes à faible revenu, allant jusqu'à la gratuité pour les personnes vulnérables, dont les personnes aînées et les personnes handicapées, comme cela se fait déjà dans certaines villes du Québec, du Canada et même ailleurs dans le monde? Voilà, Lansana. Ben, c'est le dernier tirage. Ah ben là, c'est sérieux, là, c'est sérieux. Oh. En tout cas, Québec d'abord. Très bien. Vous savez, moi je pense qu'on n'a pas insisté assez sur les raisons pour lesquelles on fait un tramway. On en parle, puis là, les gens, voyons, c'est quoi cette idée-là, le tramway? Pourquoi le tramway? C'est que le tramway, c'est le mode par excellence de l'accessibilité universelle. Parce que le tramway arrive au quai, toutes les portes ouvrent en même temps. Il n'y a pas de moment où il faut que tout le monde aille en avant pour passer. Après ça, le tramway, il arrête exactement à la hauteur des quais. Puis parce qu'il y a un rail et une dalle de béton, pourquoi qu'on veut ça? Ben, c'est qu'il est à côté sur le quai. Le passage se fait directement, pas besoin d'étirer le pied, pas besoin de surbaisser le véhicule, pas besoin de déployer une plateforme, c'est automatique. C'est une des raisons pour faire un tramway. Il n'y a pas un mode mieux adapté que ça pour l'accessibilité universelle, puis c'est une des motivations pour le faire. Maintenant, ça ne règle pas tout le tramway. Ça prend d'autres affaires, puis ça prend notamment un RTC qui est, au bout du jour, un RTC qui a les meilleures pratiques de gestion. On met beaucoup au RTC présentement d'argent dans le personnel d'encadrement. Moi, je pense qu'il faut le diminuer pour avoir cette gouvernance-là. Nous, on propose de mener un audit complet du RTC, non seulement de ses finances, mais également des trajets. Parce qu'on a encore le même réseau de trajets qu'avant la pandémie. Puis les schémas de déplacement, ils ont été affectés par la pandémie, puis il faut adapter notre réseau à ça parce que c'est plus nécessairement aux mêmes endroits que les besoins sont. Le STAC doit faire partie de ces outils-là parce qu'il fait partie du RTC, il faut en profiter pour s'assurer d'avoir les meilleures pratiques. Et je sais que
le STAC à Québec, c'est un service qui est apprécié, puis qui a parfois des craintes, des craintes d'avoir des velléités, comme on voit dans d'autres villes, de privatisation du STAC. Pour nous, c'est quelque chose qui est complètement à exclure. Il faut prendre cet engagement-là de garantir que le transport adapté demeure sous le G11 de RTC. Moi, je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Taxe sur l'immatriculation, nous, on propose de la réduire de moitié. En fait, le 60 $ de plus que la ville est allée chercher, le ramener à 30 $, parce qu'il y a la moitié de la taxe sur l'immatriculation qui est allée pour payer, presque la moitié, qui est allée pour payer, combler le déficit du RTC, alors qu'on avait promis que c'était pour des nouveaux services. De la moitié qui reste, la part du Lyon est allée au développement de la vélo et une petite partie pour le développement du trajet 804 à Val-Bélair. On n'est pas contre ça, mais on trouve que le contrat social de l'augmentation de la taxe n'a pas été respecté, puis il faut revoir ça. Finalement, pour ce qui est de la gratuité, la tarification sociale pour le transport collectif pour aller vers la gratuité, nous, on n'est pas rendu là. Par contre, moi, il y a quelque chose que je veux dire, c'est que j'aime pas que pour avoir accès à Équimobilité, il faille se présenter dans un bureau d'arrondissement avec son avis de cotisation pour prouver son niveau de revenu, puis tout ça. Je trouve que c'est déshumanisant. Je trouve que c'est pas respectueux pour les personnes de leur demander de faire ça, d'aller faire l'étalage de leur vulnérabilité. Là, on devrait avoir un moyen plus adapté à distance, puis plus facilitant, puis qui ne nécessite pas de se déplacer pour être en mesure d'avoir accès à ce service-là auquel tout le monde a droit, selon ses besoins. Merci, M. Villeneuve. Une discipline incroyable. Voilà. Leadership Québec. Merci. Premier point, nous allons enlever le 60 $ de la taxe de M. Marchand sur l'immatriculation au complet. Parce que ce n'est pas justifié. Avant de taxer, comme gestionnaire, nous devons faire des devoirs de gestion. Là, je rejoins un petit peu Claude dans le sens que l'RTC, actuellement, je ne sais pas si vous le savez, c'est une étude de comptable, elle est classée 9e sur 10, c'est avant le dernier au Québec. Alors, c'est une société actuellement qui n'est pas bien classée, pas bien gérée. Donc, on a l'obligation de travailler pour ramener cette société-là parmi les mieux gérées au Québec. Et lorsqu'on va faire ce ménage-là, va nous permettre d'être plus efficaces et maintenir ces services-là. Claude a raison, la moitié de 60 $ va pour payer un déficit d'opération. Donc, on taxe parce qu'on gère mal. Ça, avec nous, terminé. On va bien gérer, puis on est capable, parce qu'on a regardé les chiffres, il n'y a aucune augmentation du nombre de chauffeurs d'autobus depuis quelques années. Comment on peut vanter qu'on dit qu'on donne plus de services s'il n'y a pas plus de chauffeurs? Par contre, les employés administratifs ont augmenté d'une façon importante. Nous, là, on veut plus de services. On veut du monde qui travaille, qui vont donner des services à eux. Deuxième élément, le tramway. Le tramway ne va pas servir Charlebourg, ne va pas servir Beauport, ne va pas servir Val-Bélair. Il va coûter 9 milliards $. Personne n'a parlé des coûts d'opération après. Est-ce que les RTC, actuellement, dans la situation actuelle, vont gérer une nouvelle infrastructure comme le tramway? La réponse est non. La réponse est non. Le besoin de mobilité, c'est aujourd'hui, pas dans 15 ans. C'est aujourd'hui les besoins. Moi, j'entends les gens de Val-Bélair, Beauport, Charlebourg, partout, ils me parlent de la mobilité et le transport. Donc, nous, on propose un SRB. Dans le fond, le SRB, c'est un autobus articulé qui ressemble aussi au tramway, sans rail, sans fil électrique. Puis en passant, il y a la même accessibilité que Claude vient de le dire pour le tramway. Cependant, l'avantage, c'est quoi? On va le faire rapidement. On va servir plus de monde rapidement. Il va coûter moins cher. Et l'autre élément que pour moi, je tiens beaucoup, le projet de tramway actuellement que M. Marchand propose, il va aller centre-ville avec un tunnel. Alors, dans centre-ville, on va creuser un tunnel et pendant plusieurs années des travaux, des milliers de camions qui vont transporter la terre d'un tunnel. C'est invasif à notre centre-ville. On va couper des arbres, on va maganer le centre-ville. Nous proposons, c'est plutôt Saint-Roch, boulevard Charest, pour une alternative au lieu de maganer notre centre-ville, qui est bien servi, il faut l'améliorer, bien sûr, mais on est capable de faire ça. L'avantage de notre projet, ça termine, merci, vous savez, c'est un projet qu'on en parle longtemps là-dessus. Merci, M. Allard. Alors, on passe au suivant.
Oh, ok. Déjà la grève. Je t'ai emporté par Leadership Québec. Transition Québec. Transition Québec. C'est très facile à dire, il faut couper dans le front. C'est mal géré. Mais quand on prend les chiffres hors contexte, puis dire, hey, c'est vraiment mal, c'est pas vraiment juste. Puis c'est pas vraiment élégant de taper sur les personnes qui travaillent vraiment fort pour fournir des services qui sont assez complexes et essentiels comme le transport en commun. L'austérité, ce que M. Hamad propose et qu'il proposait lorsqu'il était à ministère. Mais à travers les années, on peut voir à quel point quand on coupe dans le gras, il y a des gros impacts dans les services universels comme la santé, comme l'éducation, puis les services sociaux. Et on peut faire face vraiment à quel point c'est criant les crises de logement, les problèmes d'itinérance, et tout ça, c'est grandement un résultat en coupant dans le gras. Transition Québec, on veut investir dans le transport en commun parce qu'on trouve que c'est important et c'est un droit de se déplacer. Tout le monde a le droit de se déplacer. Puis on veut rendre ça universel, pas juste pour l'accès, mais aussi au niveau des prix. On propose en 2026 la gratuité pour les personnes 65 ans et plus et les 18 ans et moins. On propose la deuxième année pour les PME et les organismes avec moins de 25 employés, donc plusieurs organismes communautaires, d'avoir la gratuité pour leurs employés. Troisième année, on veut la gratuité universelle pour tout le monde, parce que pour nous, se transporter librement, c'est un droit, c'est pas un luxe. Merci. J'ai compris que ce serait à moi. Oui, si soit conclu, c'est très bien. Merci. Avec Québec Fort et Fier, on fait le plan cité. En fait, on commence par le tramway, puis l'objectif, c'est de continuer le plan cité. Quand M. Hamad mentionne que le SRB, c'est un morceau du plan cité, c'est comme vous dire qu'on va monter les murs de votre maison avant de faire les fondations. C'est exactement la même chose. Ce qu'on va faire avec le tramway, c'est qu'on va venir mettre les fondations. On va venir mettre la colonne vertébrale du plan complet qui va permettre de répondre à l'ensemble des citoyens de la ville. Concernant le RTC, on a fait l'ajout de parcours. On ajoute aussi des chauffeurs. On ajoute des chauffeurs et on fait la révision de plusieurs parcours. On vient on a intégré le service Flexibus. En fait, depuis 2022, on est venu développer Flexibus. On va continuer à développer le Flexibus pour pouvoir toucher les gens de Charlebourg, les gens de Sainte-Foy. Donc, pour 2026, c'est l'ajout du plateau Pointe-Sainte-Foy ainsi qu'Orsainville qu'on va venir desservir. On parlait du service de transport adapté. Il y a eu des modifications, il y a eu des ajustements. Les utilisateurs du STAC nous ont mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait vraiment de l'amélioration à faire avec le STAC. Donc, on a doublé le budget. Les demandes sont maintenant répondues à 100%. Peut-être que certains me diront « c'est pas parfait ». Vous avez raison, c'est pas parfait encore. Il y a encore du travail à faire. Il y a une formation qui est offerte aux chauffeurs et celle-ci a été bonifiée en fonction de ce qui a été nommé par les utilisateurs. On a relancé le comité des usagers parce que c'est important d'avoir le retour des personnes qui sont directement concernées par le service qui leur est offert. On a un nouvel outil de réservation et d'annulation en ligne. Donc, ce sont toutes sortes d'éléments qui nous permettent d'améliorer le service de transport adapté de la capitale. Finalement, vous avez sûrement remarqué aussi, peut-être que le à-vélo, certains d'entre vous allez me dire, on parle du à-vélo. Si vous saviez le nombre de personnes aînées qui utilisent le à-vélo, qui utilisent les vélos, c'est aussi un moyen de transport qui est utilisé à tous âges. Au début, tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas mettre les gens dans un groupe comme un groupe homogène. Hein? On n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas toutes les mêmes aspirations et la même réalité de vie. Donc, l'objectif, c'est de venir répondre à l'ensemble des besoins et des aspirations de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous.
qu'on soit encore en mesure d'utiliser un vélo, mais qu'on a besoin juste d'une aide supplémentaire, l'utilisation d'un vélo est un moyen. Quand on vient mettre en place les corridors vivacité, c'est aussi permettre à des gens qui sont en quadriporteur ou en triporteur d'avoir une mobilité davantage importante, d'avoir une liberté pour se déplacer d'un point à un autre. Donc, ce sont différents outils qu'on met en place pour permettre ça. Merci. Voilà. Alors, ceci met fin aux 5 thèmes. Tout va bien, on n'est pas trop amoché, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Moi, je vous mets au défi, chers candidats, je vous mets au défi. Il y aura une période d'1 minute à la fin que vous allez pouvoir conclure, qu'on va vous donner pour conclure. Mais je vous mets au défi que dans tous vos débats, vous ayez une attention particulière au thème d'aujourd'hui pour les personnes aînées et les personnes handicapées. C'est pas juste, on a fait le débat ici aujourd'hui, puis que ça reste ici, puis on fait un autre débat. On vous met au défi, moi je vous mets au défi d'inclure dans vos messages cette préoccupation des personnes aînées et des personnes handicapées dans toutes vos démarches que vous faites d'ici la fin de la campagne. On est à mi-campagne. Alors, je vous mets au défi. Alors, j'espère que je vais vous écouter, je vais vous écouter attentivement là, à distance sur ce que vous allez faire. Alors, il nous reste 1 minute, mais en fait 1 minute chaque. Je vais permettre à chacun des candidats, des représentants de partis, de s'adresser et de répondre à la question suivante. Pourquoi devrions-nous voter pour vous? C'est la question que les gens m'ont envoyée. Alors donc, dans le tirage au sort, alors vas-y, Lansana. Transition Québec. Transition Québec. Vous votez pour Transition Québec parce que, franchement, on est le parti qui est le plus proche du monde. Si on veut être dans les rues, on veut être dans les conseils des quartiers, on veut être à l'écoute, on veut inclure le droit citoyen réellement dans toutes les décisions. On veut que ce soit les gens, une décentralisation du pouvoir pour qu'on puisse prendre les décisions ensemble. Et on veut que tout le monde ait une meilleure vie ensemble, une place pour tout le monde, une liberté de se déplacer librement, une mobilité libre. On veut la nature pour tout le monde, à tout coin de rue. Transition Québec, on veut un meilleur monde qui est plus inclusif. Et oui, c'est possible. Merci. Alors, voilà. Merci. Leadership Québec. Les aînés ont bâti Québec. Aujourd'hui, c'est à nous à bâtir la ville à leur hauteur inclusive, sécuritaire et respectueuse. Sous Leadership Québec, on redonnera à Québec ce qu'elle a toujours mérité. Une ville qui écoute, qui agit et qui respecte sa population. Pour répondre à la question, pourquoi vous voterez pour nous? Parce que vous allez voter pour défendre votre intérêt à vous. Merci. Québec d'abord. Merci beaucoup. Alors, pourquoi voter pour nous? Parce que Québec d'abord ne va pas vous faire des promesses qui ne seront pas respectées. Parce que pour Québec d'abord, prendre soin et être à l'écoute des personnes aînées et des personnes handicapées, ce n'est pas un dossier secondaire, c'est une priorité. Ça fait partie de notre ADN. Pour ceux qui ont eu la chance de travailler avec nous dans les 4 dernières années, vous savez à quel point l'accessibilité universelle, c'est une priorité. Je peux vous dire que l'équipe que Québec d'abord a constituée, je salue d'ailleurs Quentin dans Saint-Roch-Saint-Sauveur et David dans Saint-Rodrigue qui sont présents aujourd'hui. On a 22 personnes pour qui l'accessibilité, c'est une priorité. On ne sera pas dans l'apparat, vous serez considérés pour de vrai, votre voix sera entendue et surtout appliquée dans ce que la Ville fera comme projet. Merci. 1 minute exacte. Alors, j'imagine que Québec porte les fiers. Pourquoi choisir Québec porte les fiers? Parce que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ça fait 4 ans qu'on a prouvé qu'on pouvait collaborer puis qu'on pouvait mettre en œuvre des éléments que vous nous proposez. Parce que travailler ensemble, c'est bien au-delà de vous demander vos besoins, c'est de considérer vos aspirations puis de considérer l'importance de ce que vous pouvez nous aider pour la suite.
Les personnes aînées ont une expérience du changement. Vous avez vécu le changement, vous avez créé le changement, vous avez amené la ville où elle est maintenant. Cette expérience-là, on en a besoin. On a besoin de vous pour la construire la suite. On a besoin de vous pour voir les obstacles venir. On a besoin de vous parce que vous êtes des experts de ce qui s'en vient devant nous. On parle des personnes aînées souvent comme les gens qui ont construit en avant, puis nous, on va construire la suite. Non. En fait, vous avez une expérience incommensurable par rapport à ce qu'on vit actuellement. Cette expérience-là, elle est extrêmement importante pour la suite. On a besoin de vous. Merci, Mme Boucher. Alors, ici, met fin au débat. Le plus grand geste démocratique, c'est d'aller voter le 2 novembre prochain. Hein?